Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous recevons aujourd'hui le professeur Richard Wolff pour discuter de certains des nouveaux développements. Bien sûr, tout le monde parle de la nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis et j'ai hâte d'avoir votre point de vue. Comme toujours, merci d'être revenu dans l'émission. Très bien, je suis très heureux d'être ici et merci de m'avoir invité. Je me considère un peu comme un nationaliste économique, dans le sens où je crois que la souveraineté technologique et économique est une condition préalable à la souveraineté politique et à la liberté. C'est pourquoi je me réfère à des figures comme Alexander Hamilton, Friedrich List et Sergei VIII. J'ai trouvé intéressant que dans la nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis, sur laquelle tout le monde se concentre principalement pour son volet militaire, il y ait en réalité un long paragraphe consacré à Hamilton et à ses plans économiques. Peut-être que l'administration l'a un peu réinterprété, d'une manière avec laquelle je ne serais pas forcément d'accord, mais tout de même. Que pensez-vous de cette nouvelle stratégie de sécurité nationale en matière de commerce international et de politique? Eh bien, je pense que c'est le cas. Et bien sûr, les personnes qui l'ont rédigé ne seraient pas d'accord avec ce que je vais dire, mais je crois que cela représente, de leur part, une forme d'aveu aussi proche que possible. Que l'Empire américain est terminé, que la portée mondiale de cet empire a disparu pour toujours, ou du moins pour le moment. Et ils essayent d'exprimer et veulent exprimer une stratégie à tonalité positive pour savoir où aller à partir de là. Car l'ancienne idée, vieille de plusieurs siècles dans ce pays, selon laquelle il représente la nouvelle vague de l'avenir, qu'il incarne tous les grands progrès, politiques, économiques, culturels, militaires, l'exceptionnalisme américain, tout cela. 12 façons de dire qu'il y a quelque chose de permanent dans une situation qui ne l'était absolument pas. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Tout cela restait provisoire jusqu'à la fin de 1945. Cela avait été formulé plus tôt, mais personne n'y croyait vraiment. Même pas ceux qui l'avaient formulé. Ils savaient qu'ils jouaient les promoteurs, qu'ils étaient des supporters, et ils voulaient célébrer la croissance des États-Unis, sans aucun doute. Mais devenir l'Empire mondial, remplacer les Britanniques, non, ils ne pensaient pas que cela leur était possible. Pas du tout, pas au fond d'eux lorsqu'ils parlaient honnêtement. La fin de la Seconde Guerre mondiale a changé cela. Cette guerre fut le spectacle de la destruction de tous les autres concurrents concevables des États-Unis. La Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, la Chine, la Russie, ils se sont tous détruits les uns les autres. Le seul endroit qu'ils n'ont pas détruit, c'est les États-Unis. Vous savez, à part Pearl Harbor au début, et c'était à Hawaï, aucune bombe n'est tombée ici. Aucune usine n'a été détruite, aucun pont n'a sauté, rien. Et sur le plan économique, nous étions dans la pire dépression du capitalisme, de 1929 à 1941. Ce qui nous en a sortis, c'est la guerre. La guerre a pris des millions de chômeurs. La moitié a revêtu l'uniforme et est devenue l'armée, et l'autre moitié a trouvé du travail à fabriquer les uniformes pour l'armée. Ainsi, lorsque la guerre prit fin, les Américains avaient accumulé des revenus parce qu'ils avaient du travail. Ils ne pouvaient pas les dépenser puisque la production était consacrée à l'effort de guerre. On se retrouva donc avec un excès de demande, une pénurie d'offres et une population affamée qui venait de traverser une décennie de dépression puis une demi-décennie de guerre. Ils n'avaient pas remplacé les vitres de leur maison, ni acheté de nouvelles voitures ou quoi que ce soit d'autre, et désormais ils allaient le faire. Il y eut donc une poussée de croissance, et cela aurait suffi.
Mais la combinaison de cette poussée de croissance aux États-Unis dans les années 950 et 960 et de la dévastation de l'Europe conduisit à des actions extraordinaires comme le plan Marshall. Donnez-nous encore plus d'emplois en prêtant à l'Europe l'argent nécessaire pour acheter les produits américains dont elle avait besoin pour reconstruire ses économies, car elle avait elle aussi souffert de la dépression, en plus de la guerre qui avait été directement destructrice pour elle et ses populations. Je pourrais ajouter qu'il est important de comprendre cette période de l'histoire américaine pour une autre raison. Elle éclaire le présent. Les États-Unis sont devenus plus forts en menant une grande guerre qui a coûté d'énormes ressources et mobilisé des dizaines de millions de personnes, les éloignant de leurs emplois habituels pour participer à l'effort de guerre. Mais il en est sorti une économie bien plus solide. C'est ce qui se passe en Russie depuis le début de 2022. Cela ne devrait pas surprendre. Si l'on comprend certaines conditions, la guerre peut représenter une opportunité très positive pour une économie. Elle peut aussi avoir l'effet inverse, mais ce n'est pas vraiment la guerre en elle-même qui compte. C'est le contexte dans lequel et autour duquel elle se produit. Quoi qu'il en soit, il aurait dû être évident pour tout le monde qu'après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis se trouvaient dans une position tout à fait exceptionnelle. Tous les autres concurrents potentiels, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Allemagne, le Japon, la Chine, la Russie, s'attachaient désormais à rattraper les États-Unis, à se remettre de la guerre et à rétablir leur position sur la scène mondiale. Les Européens possédaient encore leurs colonies, tandis que les Chinois et les Russes étaient plutôt des outsiders qui devaient prouver, sans l'aide du plan Marshall ni de l'Occident, qu'ils pouvaient eux aussi y parvenir. Eh bien, en fin de compte, comme nous le savons maintenant, les pays qui ont bénéficié de l'aide du plan Marshall le regrettent aujourd'hui, tandis que ceux qui n'en ont pas reçu s'en sont beaucoup mieux sortis. Ceux qui ont compté sur leurs propres forces, menées par les Chinois, ont obtenu de bien meilleurs résultats. Recevoir de l'aide des États-Unis a été un avantage à court terme, mais à un prix énorme à long terme. Cependant, l'Empire a commencé à se dissoudre, car le reste du monde a désormais ses propres idées sur la manière et les lieux de son développement. Ils ne veulent plus continuer à subventionner les États-Unis par l'usage mondial du dollar. Ils ne veulent pas subventionner les États-Unis à travers tout le système du pétrole fixé en dollars, créant ce réservoir d'argent qui est ensuite prêté aux États-Unis pour financer leur politique étrangère sans imposer leur propre population. Ce que nous faisons dans ce pays depuis de nombreuses années. Tout cela est terminé. Cela se défait petit à petit. Ce n'est pas un événement catastrophique, mais ces petits changements se sont accumulés et ils ont montré à l'armée que même lorsqu'elle combat les pays les plus pauvres du monde, l'Afghanistan, l'Irak, le Vietnam, ce sont les plus pauvres parmi les pauvres. Les États-Unis, pourtant immensément puissants, ne peuvent pas les vaincre. C'est une leçon dont l'armée est pleinement consciente, et le reste du pays commence lentement à en prendre conscience, surtout après la publication de ce document, le 4 décembre. C'est assez clair, nous ne pouvons pas dominer le monde. Nous allons essayer d'être prééminents dans cet hémisphère, l'hémisphère occidental. Vous savez, cette déclaration remarquable issue de l'accommodement avec l'Empire britannique en 1830, qui a donné naissance à la soi-disant doctrine Monroe, est aujourd'hui remise au goût du jour. Cette fois, non pas comme une affirmation de l'expansion des États-Unis, mais comme une tentative des États-Unis de conserver au moins la partie du monde qu'ils aspiraient autrefois à contrôler. Cela aura des répercussions sur la politique, l'idéologie, surtout dans ce pays.
Cela provoquera des troubles indicibles en Amérique latine, dont nous pourrons parler. Mais c'est bien le cas, si je puis dire, et bien sûr Glenn n'hésite pas à me contredire, mais la partie du monde qui a littéralement été sacrifiée, c'est l'Europe. Pour les États-Unis, l'Europe n'est désormais intéressante que comme source de tribut. Et si vous ne nous versez pas ce tribut, alors autant que vous disparaissiez. Restez là, devenez une région du monde connue pour le tourisme ou quelque chose du genre. Un endroit où les gens peuvent aller admirer des cultures anciennes qui furent autrefois très importantes dans le monde, mais qui se retirent désormais en France, en Norvège, ou peu importe où. Nous vous laisserons faire plus que cela, mais ensuite vous devrez payer un tribut. Vous devrez vous engager, comme l'a fait von der Leyen, à acheter pour 700 milliards de dollars de gaz naturel liquéfié, à 3 fois le prix que vous payez auparavant pour le pétrole et le gaz russe, paralysant ainsi votre industrie. Et comme elle, vous engagez à investir entre 7 et 800 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. L'argent levé en Europe et par l'Europe sera investi ici. Comment allez-vous vendre cela aux électeurs européens? Comment, diable? Vous devenez des tributaires, comme des parties de la périphérie de l'Empire romain ou des confins de l'Empire ottoman, payant un tribut. Et si vous ne payez pas suffisamment de tribut, nous vous punirons avec un tarif ou autre chose. Est-ce là que les Européens vont faire? Permettez-moi de le dire aussi clairement que possible. Ce que ce document fait, c'est dire aux Européens, même s'ils ne peuvent pas encore le voir, même s'ils ne peuvent pas encore l'entendre, il leur dit, nous les Américains, comprenons désormais l'économie mondiale et ses évolutions. Et nous allons essayer de bâtir une alliance avec la Russie et la Chine. Vous, Européens, devrez probablement bientôt prendre la même décision, et nous rivaliserons pour obtenir le soutien des Russes et des Chinois. Nous sommes mieux placés que vous pour le faire. Donc les perspectives ne sont pas du tout favorables pour vous. J'aime ce que tu as dit à propos du plan Marshall comme étant un bénéfice à court ou moyen terme. Car l'avantage pour des pays comme la Russie ou la Chine, c'est que les États-Unis les ont toujours considérés comme des adversaires. On ne peut pas se rendre trop dépendant des États-Unis, ce qui les a poussés à rechercher leur propre souveraineté technologique et financière. Ils ont développé leurs propres capacités afin de renforcer leur souveraineté politique, au cas où les États-Unis s'en prendraient à eux. Mais pour les Européens, ils ont toujours pensé que les États-Unis seraient leur meilleur ami pour toujours. Ils ont adhéré à toute cette idée selon laquelle les alliances reposent sur des valeurs plutôt que sur des intérêts stratégiques. Et je ne pense pas qu'ils aient réalisé que l'Occident politique, tel qu'il a existé, possède une condition tout à fait unique. Je veux dire que, dans le monde bipolaire, cela avait du sens. Il fallait contenir l'Union soviétique. On voyait même que la concurrence économique entre les puissances occidentales pendant la guerre froide était réduite en raison de l'objectif supérieur d'équilibrer les soviétiques. Dans le monde unipolaire, cela avait également du sens. L'Empire américain avait besoin de certains nœuds, l'Allemagne, le Japon, et les intérêts étaient harmonisés. Mais dans le monde multipolaire, il n'y a plus de fondement. Et je pense que vous avez raison de dire qu'à présent, la seule façon pour eux de garder les Américains en Europe est de leur verser un tribut pour gagner leur affection. Mais plus ils versent de tribut, en allant presque par définition à l'encontre de leurs propres intérêts nationaux, plus ils s'affaiblissent, plus ils deviennent insignifiants. Et on voit cette insignifiance, voire ce mépris de la part des États-Unis. Bien sûr, les stratégies de sécurité nationale,
inutile de toutes les passer en revue, sont très hostiles envers l'Europe, allant même jusqu'à suggérer qu'un changement de régime pourrait être bénéfique, ou du moins qu'il faudrait encourager l'opposition. Mais un autre argument, ou une autre proposition, a émergé. Le G7 non plus n'est plus vraiment pertinent. Je veux dire, ce ne sont plus les principales économies. Et l'administration Trump a suggéré, selon certains rapports, qu'il vaudrait mieux la remplacer par un Core 5 ou C5 qui regrouperait les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Japon et la Russie. Et aucun pays européen, à part la Russie, ne figure sur cette liste. C'est tout à fait extraordinaire. Maintenant, je suis un réaliste politique. Donc j'ai tendance à penser que les institutions et ce genre d'arrangement doivent refléter la répartition réelle du pouvoir international pour être stables. Cela annonce toutefois un avenir très négatif pour l'Europe. Alors, comment voyez-vous l'avenir économique de l'Europe? Parce que je me demande toujours si je ne suis pas trop belliciste ou trop pessimiste à ce sujet. Eh bien, comme d'habitude, pour moi en tout cas, au final, les forces décisives sont internes, non externes. Je pense que ce qui se passe en Europe aujourd'hui ne signifie pas que les chocs externes, si l'on veut, soient sans importance. Ils le sont. C'est pourquoi j'ai commencé en disant que le document de la semaine dernière représente un moment conceptuel très profond dans notre culture et qu'il aura un impact sur les Européens. Mais je pense que tout dépend de la manière dont la politique européenne évolue en interne. À quel point la masse des Européens est attachée aux dirigeants qu'elle a aujourd'hui, aux partis politiques qu'elle a aujourd'hui et au capitalisme en tant que système qu'elle a aujourd'hui, dans un monde qui change si vite et d'une manière que, selon moi, la plupart des Européens finiront tôt ou tard par comprendre comme très dangereuse, particulièrement pour eux. Cela renforcera la prise de conscience dont nous avons besoin pour apporter quelques changements fondamentaux. Ils ne rattraperont pas les puissances existantes. Je veux dire, les Allemands font le mouvement le plus agressif pour se remilitariser, le grand emprunt que Merz contracte, le financement du déficit budgétaire pour une montée en puissance militaire. D'abord, je me demande pourquoi le reste de l'Europe ne s'inquiète pas de ce qui se passera lorsque l'Allemagne disposera d'une armée immense et que personne d'autre n'en aura. Mais je dirais aussi qu'étant donné le niveau de dépenses que la Russie et la Chine consacrent à la modernisation de leurs armées, et compte tenu du financement par les États-Unis de leurs propres améliorations, les Européens, eh bien, ils ne peuvent tout simplement pas suivre. La seule façon pour eux d'y parvenir serait que leur technologie militaire dépasse celle de la Russie, de la Chine et des États-Unis. C'est possible, mais peu probable. Il est même peu probable que les Allemands puissent s'en sortir sans acheter une grande partie des biens militaires intermédiaires et finaux nécessaires à leur renforcement. Ils n'ont pas la structure industrielle pour tout faire eux-mêmes. C'est ce qu'ils ont perdu, ce que toute l'Europe a perdu. Et cela ne se rattrape pas du jour au lendemain, ce qui signifie qu'une grande partie de ces dépenses va en réalité s'échapper vers d'autres régions du monde qui fabriquent les équipements dont ils auront besoin. Je vois donc cette initiative avancer péniblement en essayant de faire ce qu'ils disent vouloir faire, mais il est très très improbable que cela les mène bien loin. Et j'ai bien peur de ne pas voir du tout de mouvement vers l'unité. Je veux dire la manière dont la France, l'Angleterre et l'Allemagne poussent pour utiliser les 200 milliards d'actifs russes contre la volonté de la Hongrie, de la Belgique et de plusieurs autres. Cela ne ressemble pas à une Europe unie. Cela ressemble à une Europe, vous savez, en train de se désagréger. Et s'ils vont jusqu'à mettre en œuvre le plan qui rendrait toute l'Europe responsable, si cet argent n'était jamais remboursé, ce dont je doute fort, alors vous allez imposer un service de la dette à ceux qui s'opposaient au prêt.
Peut-être que l'Europe peut rester soudée, malgré ce genre de divergence, mais je ne le pense pas, surtout avec les autres pressions qui pèsent sur elle. Alors finalement, pourrait-on assister à une percée en cas de réalignement radical? Oui. Et en Europe, il existe une base socialiste qui permet d'imaginer cela. Je ne dis pas que ce serait faisable, c'est très improbable bien sûr compte tenu de la situation politique actuelle, mais cela pourrait créer une situation complètement différente si la production était véritablement collectivisée. Si les usines appartenaient et étaient gérées par les travailleurs eux-mêmes. On pourrait toujours avoir un programme militaire et tout le reste, mais ce serait un défi pour le monde, très différent de tout ce que quiconque a pu envisager jusqu'à présent. Permettez-moi d'être un peu dramatique. Ce serait comme si l'Europe disait « Nous n'avons jamais pris le socialisme très au sérieux ». Ce que nous avons fait, c'est permettre aux partis socialistes de fonctionner. Nous leur avons permis de remporter des voix, de former des gouvernements et de réguler une économie capitaliste privée, un peu plus, un peu moins, selon les pays. Mais ce que nous n'avons jamais fait, c'est faire la révolution à l'échelle micro. Nous n'avons jamais remis en question le fait que l'entreprise capitaliste soit dirigée comme une autocratie verticale, ce qu'elle est en Grande-Bretagne et aux États-Unis, et ce n'est pas tellement différent ailleurs en Europe non plus. Supposons que vous changiez cela. Supposons que vous disiez « Nous sommes socialistes », et nous remarquons que dans le premier volume du Capital, Marx ne dit pas un mot sur la question du gouvernement contre le privé. Ce n'est pas un sujet qui l'intéresse. Il n'en a jamais parlé, ce n'était pas un sujet. Que l'employeur soit une personne privée ou un organisme public, ce qui importe, disait Marx, c'est qu'il s'agisse d'un employeur dans une relation d'employeur et d'employé avec la grande majorité. Supposons que vous remettiez cela en question. Alors l'Europe pourrait dire à la Chine, je dramatise un peu, « Nous sommes le véritable socialisme. C'est vous qui hésitez à franchir cette étape. Vous avez encore l'État comme force dominante, le parti et l'État comme force dominante. Vous avez un mélange à 50% d'État et 50% de privé. Mais les deux secteurs, public et privé, fonctionnent de la manière même contre laquelle Marx, que vous revendiquez comme source d'inspiration, s'est insurgé. Ce sont ces rapports de production qu'il rejetait. Or, il ne s'est pas lancé dans des spéculations sur ce à quoi l'alternative pourrait ressembler. Il ne croyait pas qu'il fallait faire cela, ce que je comprends. Son travail, c'était la critique. Mais l'implication de cette critique, c'est ce que les communards ont fait lors de la Commune de Paris en 1870, ce que les bolcheviks ont fait en 1917, et ainsi de suite. Ils ont ensuite créé un capitalisme d'État. C'est compris. C'était peut-être bien la seule chose à faire à ce moment-là. Je ne joue pas les stratèges du lundi matin en regardant en arrière. Cela ne m'intéresse pas. On ne peut pas atteindre l'étape que Marx avait en tête tant que les conditions ne sont pas mûres pour cela. Voici la question intéressante. Le danger ironique pour l'Europe pourrait-il être un catalyseur pour susciter des interrogations sur le changement qui permettrait à l'Europe de sauter par-dessus ce qui a été fait en Chine? Vous n'allez pas y parvenir avec la technologie militaire, ni avec les trains à grande vitesse ou les voitures électriques. Il est trop tard. Mais dans la réorganisation de l'entreprise, pour réaliser l'ancienne idée socialiste, l'Europe pourrait le faire. Et la question est de savoir si elle aura un jour la conscience politique d'elle-même nécessaire pour faire cet effort. Si ce n'est pas le cas, alors je pense qu'elle s'engage dans une période encore plus longue. Vous voyez, si je pensais que tout cela se résumait à Trump, je ferais ce que je soupçonne beaucoup d'Européens de se dire « Il ne sera plus là dans 3 ans, son mandat sera terminé,
et ensuite nous reviendrons à, vous savez, Joe Biden ou quelque chose de ce genre. Je pense que c'est une erreur. Je pense que vous voyez la classe dirigeante de ce pays parfaitement satisfaite des efforts que M. Trump déploie. Il ne le dirait pas de la même manière. Il est très brutal, direct, ignorant et grossier, mais il ne l'arrête pas. Il ne l'empêche même pas d'agir dans les Caraïbes, ce qui relève du meurtre pur et simple. Non, ils ne le font pas. Et je n'entends aucun soutien significatif pour l'Europe. Le seul domaine où j'entends de la sympathie pour l'Europe dans ce pays concerne la question particulière de l'Ukraine. Oui, il y a un soutien important aux États-Unis pour l'insistance européenne à maintenir cette guerre, mais il diminue chaque jour. Et à un certain moment, cela disparaîtra de l'arène politique, faute d'un nombre suffisant de personnes pour le défendre. Oui, non. Je pense que c'était aussi une erreur de la première administration Trump. Cette idée que tout reviendrait comme avant. Mais je crois qu'ils ont toujours supposé que Trump était le principal problème, plutôt qu'un symptôme d'un problème plus large. Parce qu'il y avait aussi cette idée que, eh bien, comment Trump pouvait-il se retirer du JCPOA avec l'Iran, ou pourquoi aurait-il lancé une guerre économique avec la Chine? Mais une fois que Biden a pris le relais, il a suivi les mêmes politiques. Donc je pense vraiment que l'OTAN est plus ou moins finie. Et c'est aussi pour cela que je suis un peu frustré par l'incapacité de l'Europe à s'adapter. Vous savez, la décision de rediviser à nouveau l'Europe après la guerre froide en élargissant l'OTAN, c'était essentiellement le prix à payer pour maintenir la position dominante des États-Unis en Europe. Mais maintenant que l'OTAN est en déclin et que les États-Unis veulent se découpler de l'Europe, l'Europe doit se diversifier. Il semble simplement qu'il y ait aujourd'hui une occasion de corriger certaines des erreurs que nous avons commises, comme le déclenchement de cette guerre froide avec les Russes, par exemple. Mais c'est un argument impossible à faire accepter en Europe de nos jours. Ils s'en moquent désormais. Même si l'Amérique quitte l'Europe, ils veulent toujours combattre les Russes. On ne sait pas très bien quel est l'objectif, ni pourquoi. J'entends toujours l'argument selon lequel ils nous attaquent, qu'ils mènent une guerre hybride, qu'ils vont venir pour nous, mais personne ne se demande pourquoi. Quel serait exactement leur objectif? Je veux dire, ils intensifient tout. Ils reconnaissent aussi le monde multipolaire et se tournent vers l'Est. Mais je voulais justement vous interroger sur ce que vous avez mentionné plus tôt, le Venezuela, car c'est un élément de la stratégie économique ou de sécurité nationale qui suscite certaines inquiétudes. La doctrine Monroe était censée empêcher d'autres grandes puissances de s'implanter, surtout militairement, ou par le biais de colonies dans les Amériques, dans l'hémisphère occidental. Mais ici, c'est tout autre chose. Il s'agit des États-Unis dominant pratiquement tous les pays. Comment interprétez-vous cela? Et est-ce que cela explique certaines des politiques actuelles? Je veux dire, la menace d'envahir le Venezuela, l'argument selon lequel la Colombie pourrait être la prochaine, la tentative d'étrangler Cuba. Et maintenant, Trump a même déclaré qu'il n'excluait pas des frappes au Mexique si cela permettait d'arrêter la drogue. Est-ce que c'est la doctrine Monroe version militarisme et dopée aux stéroïdes? Comment comprenez-vous cela? Je pense que cela a de nombreuses racines. C'est certainement enraciné dans la doctrine Monroe, ils le disent eux-mêmes, et cela fait clairement partie de leur façon de penser. Je pense aussi que cela vient d'une certaine amertume, celle qui naît quand on est forcé de reconnaître qu'on ne peut pas mener à bien le projet mondial qu'on avait prévu. Alors on se replie, comme on dit en anglais américain, on se restreint, on réduit la zone qu'on va dominer. Mais on veut montrer au monde ce que signifie la domination. On l'a fait verbalement. Je vais reprendre Panama, ou je vais prendre le Groenland au Danemark.
Mais ces choses-là sont compliquées. Il y a des oppositions qu'on n'avait pas prévues. Il faut donc trouver quelque chose d'un peu plus acceptable, surtout pour son propre peuple. Et l'histoire de la drogue, formidable. L'histoire de la drogue est aussi bidon qu'un billet de $3 qui n'existe pas. Mais de cette façon, c'est aussi artificiel que de prétendre lutter contre l'antisémitisme sur les campus. Il y avait très peu d'antisémitisme sur nos campus. Il y a moins de 5 ans, encore moins il y a 10 ans. S'il y avait un problème, aucune politique ne s'en occupait. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de problème et on en fait un événement énorme. Eh bien, c'est transparent. Vous pouviez faire ce que vous vouliez faire. Détruire le mouvement pro-palestinien et anti-israélien aux États-Unis, qui reste fort, mais l'était encore plus, surtout sur les campus, en lançant une croisade universitaire alternative qui non seulement mobilisait les étudiants autour d'un tout autre sujet, mais les mobilisait aussi contre les jeunes qui brandissaient le drapeau palestinien et ce genre de choses. C'était donc très commode. Le narcotrafic ou les narco-bateaux, c'est la même chose, c'est une pure imposture. Le pays souffre d'une épidémie d'héroïne de synthèse qui tue 70 à 80 000 personnes par an dans ce pays. Beaucoup de jeunes, dont nombre sont les enfants d'adultes qui votent pour Trump, parce qu'ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont pas de travail, rien ne revient. Le rêve américain est devenu totalement inabordable. Nous avons maintenant ce problème d'inaccessibilité économique en Amérique. Le président court partout en parlant d'inabordabilité. En fin de compte, dans ce pays, nous rétrécissons, nous déclinons. La guerre en Ukraine est en train d'être perdue. Et oui, on peut blâmer les Européens. Et oui, on peut blâmer Zelensky. Et maintenant, nous avons chaque jour à la une des articles sur la corruption autour de M. Zelensky. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est un problème. Et ce problème, c'est que nous ne pouvons pas réussir militairement. Nous avons besoin de gagner quelque chose. Et c'est pourquoi il est important d'avoir une guerre avec le Venezuela ou Cuba. Et cela peut être sanglant. Ce ne serait même pas si grave, car cela permettrait de nombreuses marches funèbres, et le président pourrait marcher derrière les cercueils des soldats qui, en essayant d'aider leurs jeunes compatriotes à éviter la drogue, seraient morts dans une jungle au Venezuela. Tout cela est en train de s'intensifier. Donc pour faire court, oui, je pense que c'est le comportement d'un pays privé de son rôle d'empire mondial et désormais déterminé à compenser cela en réaffirmant agressivement sa domination en Amérique latine. Et je pense que ce que vous voyez, c'est une réaction initiale de peur. Et cette peur n'est pas celle que l'on pourrait imaginer. La peur, c'est celle de chaque pays d'Amérique latine vis-à-vis des autres, lequel deviendra l'ami des États-Unis et recevra ainsi de l'aide pour détruire et renverser ceux qui ne sont pas amis des États-Unis. Et c'est cela, la peur. À côté de cette peur, encore inavouée, et je crois que c'est le sentiment le plus fort, il y a l'idée que cela ne peut pas arriver. Nous, l'Amérique latine, nous avons subi la condition coloniale au XIXe siècle. Nous avons commencé avec les Espagnols et les Portugais au XVe et XVIe siècle. Puis il y a eu le colonialisme européen, un peu différent. Les colonialismes de peuplement sous diverses formes. Au XVIIIe et surtout au XIXe et XXe siècle, nous vivons désormais à l'ère de l'anti- ou du post-colonialisme. C'est une force très très puissante. Et je ne pense pas que les États-Unis à long terme réussiront en se posant comme la négation. Je pense cependant qu'ils vont imprégner cette partie du monde de nombreuses Gaza, car c'est le modèle. Israël et la Palestine représentent un colonialisme de peuplement arrivé 2 ou 3 siècles trop tard.
Les Britanniques pouvaient le faire en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, aux États-Unis, en Afrique du Sud, et ainsi de suite. Mais ils pouvaient le faire à l'époque. Ils ne peuvent plus le faire maintenant. Israël essaye de le faire maintenant. C'est pourquoi ces gens ne disparaîtront jamais. Ils ne se sentent pas seuls. Ils sont bombardés chaque jour, mais ils restent là. Ils ont ce sentiment, nous finirons par y arriver. Nous ne vivrons peut-être pas, et nos enfants auront peut-être un bras en moins et tout le reste, mais nous sommes l'avenir, pas Israël. Et Israël essaye de dire à son peuple, nous sommes l'avenir, et la plupart des Israéliens n'y croient pas. J'ai parlé à un diplomate israélien il n'y a pas très longtemps, et tout ce qu'il a pu me dire c'est, si nous sombrons, nous entraînons le monde entier avec nous. Un concept effrayant, mais qu'il disait clair et présent dans son esprit en tant que membre de la bureaucratie israélienne. C'est une façon complètement folle de voir le monde. Permettez-moi de poser une dernière question à propos de la doctrine Monroe, cependant, car l'hypothèse de départ serait que si les États-Unis peuvent négocier avec les autres grandes puissances pour qu'elles restent à l'écart, alors les États-Unis chercheront à dominer. Mais le problème avec cette approche, c'est qu'elle ignore, ou même rejette, l'autonomie des pays de la région. Je veux dire, le Brésil n'est pas un petit pays. L'idée qu'on puisse simplement les intimider pour qu'ils quittent les BRICS et rentrent dans le rang. Il n'est même pas nécessaire d'imaginer des attaques directes contre le Brésil. Rien que l'idée de bombarder le Venezuela ou de menacer la Colombie. J'ai l'impression que cela pourrait alimenter beaucoup de ressentiment dans la région envers les États-Unis, dont une grande puissance rivale pourrait ensuite tirer parti. Alors, comment voyez-vous l'avenir de l'Amérique latine? Je vois exactement cela. Je vois exactement ce que tu as dit. Je pense que nous le voyons déjà. Je ne sais pas exactement ce que les Russes et les Chinois ont fourni à Maduro au Venezuela, mais je comprends qu'il y a des navires chinois à coup sûr, mais même russes dans les eaux là-bas également. Il y a eu des livraisons de missiles. Je veux dire, je ne serais pas du tout surpris si les Américains débarquaient et découvraient un niveau d'armement entre les mains de l'armée vénézuélienne auquel ils n'étaient pas préparés. Soit parce qu'ils ne le savaient pas, n'y croyaient pas, pensaient que c'était faux, ou quelle que soit l'excuse qu'ils donneront. Non, tu as tout à fait raison. Ces pays, voyant ce qui est à l'ordre du jour, compte tenu du Sud global, de l'anticolonialisme, du post-colonialisme, tout cela, vont chercher de l'aide auprès de la Russie, de la Chine et des BRICS, et ils vont l'obtenir. Vous pouvez déjà le constater. Regardez les statistiques. Au cours de l'année dernière, les exportations chinoises vers les États-Unis ont chuté de 29%, mais leurs exportations totales sont plus importantes qu'elles ne l'étaient l'an passé. Vous savez ce que cela signifie? Cela signifie, et ce n'est pas l'Europe qui l'explique, que les exportations de la Chine vers les BRICS, en gros vers le reste du monde, ont augmenté davantage que leurs exportations vers les États-Unis n'ont diminué. Voilà. C'est là l'alternative. Il faut se souvenir que l'une des choses que les États-Unis ont toujours faites, c'est d'utiliser les sanctions et en gros d'effrayer un pays en sanctionnant ses banques ou ses exportations ou importations pour le forcer à se conformer. Désormais, c'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Et donc ils vont se sentir, à tort ou à raison, beaucoup plus libres de conclure un autre accord qui échappe aux sanctions. Cela signifie que les États-Unis devront utiliser l'armée partout. Ils ne peuvent pas le faire. Ils n'ont pas l'armée pour cela. Ils ne peuvent pas le faire. Alors, que vont-ils faire maintenant? Ils vont devoir établir des priorités. Ils vont devoir faire un triage. Où vont-ils se battre? Vont-ils se battre quelque part à la périphérie de l'Europe, au Moyen-Orient?
Vont-ils devoir intensifier leur aide à Israël? Vont-ils devoir affronter une crise à Taïwan et combattre au Venezuela? Cela devient trop. Et d'ailleurs, c'est le problème typique d'un empire qui meurt, la surextension. Il ne peut pas faire ce qu'il faut pour maintenir l'empire en vie. Alors il essaie, il s'affaiblit, et cette faiblesse est exploitée par un concurrent ou par une colonie rebelle. Et ensuite, il faut encore se battre. Et nous sommes dans cette situation. C'est toujours le problème avec des sanctions excessives sur une longue période. Le reste du monde cesse d'utiliser vos technologies et vos industries. Il se détache de vos chaînes d'approvisionnement, trouve de nouveaux corridors de transport, développe de nouvelles banques de développement, utilise leur propre monnaie, leur propre système de paiement, leurs assurances et leurs bourses de matières premières. Je veux dire, tout peut être remplacé si la dépendance économique est utilisée comme une arme. C'est le problème, je suppose, des hégémons en déclin. Et je pense que les Européens, bien sûr, ont eux aussi commis de grandes erreurs. Encore une fois, nous aurions pu en parler longtemps, confisquer les avoirs russes. Mais l'idée qu'ils mettent réellement en place une règle imposant une uniformité pour libérer l'argent, aucune chance. À l'avenir, vous savez, l'Estonie ne permettra pas que des centaines de milliards soient rendus à la Russie. Je veux dire, c'est juste... Non, c'est complètement insensé qu'ils suivent réellement cette voie, qui, sain d'esprit, permettrait à l'avenir que l'un de ces fonds souverains passe à nouveau par Euroclear. Mais non, je pense que... Je ne pense pas que ce soit un grand saut. Écoutez, je vis ici à New York. L'une des principales rues de New York s'appelle la 5e avenue. C'est une zone commerçante très prisée et très chère. Elle est célèbre. Si vous descendez la 5e avenue le soir, la plupart des fenêtres des grands immeubles de chaque côté de la rue sont éteintes. Donc voilà, c'est la nuit, mais il n'y a personne dans ces appartements. Quelques-unes sont allumées, mais la plupart ne le sont pas. Et l'agent immobilier vous expliquera que tout cela, c'est de l'argent étranger. Ils achètent un appartement ici parce que c'est une façon sûre de placer son argent quand on est quelqu'un de riche venant de Malaisie, ou tu sais, du Togo ou du Panama, peu importe. Tu achètes un appartement, tu regardes sa valeur augmenter, et c'est un endroit merveilleux. Ton gouvernement ne peut pas y toucher. Personne qui te dérange à propos de tes avoirs ne peut y toucher. Tes enfants peuvent venir faire du shopping à New York 1 ou 2 fois par an et séjourner dans l'appartement, puisqu'il est nettoyé chaque mois. Bon, tout cela est en train d'être vendu maintenant. Ces gens fortunés ont compris que si l'on peut transformer les fonds souverains en armes, qui va décider du moment où il ne sera plus légal pour un étranger de posséder un appartement à New York. Il faut très peu de temps au gouvernement de New York pour faire quelque chose comme ça. Vous ne pouvez plus être exposé ici. Vous ne pouvez certainement pas être exposé à l'Europe, mais vous ne pouvez plus l'être ici comme avant. Vous ne vous débarrasserez peut-être pas de tout ici, mais vous allez réduire vos dépenses aux États-Unis et prendre un autre appartement à Paris, à Londres, à Rome, à New Delhi ou à São Paulo, parce que vous n'avez pas le choix. Il n'y a plus d'hégémon, c'est fini. La seule question maintenant, c'est combien de temps à chaque catégorie d'actifs pour s'échapper. Et nous en sommes là. Nous y sommes déjà. Eh bien, merci d'avoir pris le temps. Et oui, j'ai hâte d'en reparler avec vous. Les changements économiques actuels sont tout simplement extraordinaires. On voit en quelques semaines ce qui prenait autrefois des années. C'est exact, et j'allais justement te le dire. Les choses évoluent très vite ici, donc je suppose que nous reparlerons très bientôt. J'ai hâte. Très bien, au revoir.